Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On poursuit donc avec cette deuxième partie. Si jamais j'oublie encore certains titres, eh bien je vous les présenterai pour les lectures du mois de mai. Je l'avais mis à l'écrit dans la première partie, mais là je vais vous le dire à l'oral. Il se peut que pour certains livres ce soit pas autant développé par manque de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter en comparaison aux précédentes vidéos. Donc si j'oublie de traiter certains éléments, ne m'en voulez pas. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de livres des éditions Bookmark parce que durant cette absence, j'ai moins lu que d'habitude, mais j'ai lu des services presse, donc mes services presse plus mes lectures personnelles, c'est vrai qu'il y a pas mal de bookmarks. Vous allez voir au niveau de mes lectures, il y a un peu de tout en termes d'appréciation, mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Commençons. Comme pour la vidéo précédente, ça ne sera absolument pas dans l'ordre de lecture, mais j'avais vraiment envie de vous parler d'un chouchou pour commencer. La Ballade funèbre de Art et Merci, écrit par Megan Benen et publié chez Milady. Une pépite. Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Merci, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres, au mépris d'abrutis comme Art, qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Suite à une énième dispute avec Merci, Art écrit une lettre qu'il envoie sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, une missive anonyme. La première d'un échange de plus en plus intime. Sauf que ce que Art ne sait pas, c'est qu'il a mis son âme à nu à la personne la plus exaspérante, Merci. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Merci devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte de leur identité respective? Vous l'aurez compris, c'est donc une lecture que j'ai absolument adorée, à qui j'ai mis 5 sur 5, qui était à ça, vraiment ça, du coup de cœur, mais je me suis spoilée toute seule, donc voilà. Alors, en plus je sais qu'un retour vous intéressait, donc me voici. La Ballade de Art et Merci, c'est une romance paranormale, donc dans un premier lieu, c'est une romance, mais ce que j'ai apprécié, c'est que c'était super bien fait. Dans le sens où c'est vrai qu'on peut y retrouver les codes qu'on connaît d'une romance, parce que par exemple, le point négatif que je lui trouverais, c'est le manque de communication entre les personnages. Vraiment, ça me donne envie de me tirer les cheveux, et pour te dire, c'est vrai qu'il y a eu ce problème dans cette lecture. Mais c'est vraiment typique de la romance, malgré le fait que ça m'a un petit peu frustrée, j'ai tout de même adoré. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a un univers et forcément on s'attend pas à ce qu'il soit très développé et il n'est pas énormément développé. Mais il est présent et il fait pleinement partie de l'histoire et je dirais même de l'intrigue parce qu'il y a un mystère. Et en fait, à travers leurs carrières respectives, on va pouvoir comprendre quel est le problème sous-jacent dans l'histoire à côté de la romance. Et c'était tellement prenant. D'ailleurs, pour ce qui est de la romance, j'ai adoré les deux personnages. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils sont vrais, dans le sens où les deux sont responsables de leur situation, sont responsables du fait qu'ils ne se supportent pas. Même si je trouve que Art est parfois très dur, excessif et aveuglé par des principes un peu obsolètes. Mais le fait qu'on ait leurs deux points de vue et qu'on connaisse un petit peu leur background, eh bien ça fait qu'on peut pas s'empêcher d'être touché par leur personne. Ils ont chacun leurs problèmes, même si ce n'est pas de la même manière, ils sont tous les deux touchés par la solitude. Et normalement, tout ce qui est épistolaire, ça a tendance à un petit peu m'ennuyer, mais là j'ai adoré leurs lettres. Elles étaient très belles et on n'a qu'une envie, c'est qu'ils découvrent enfin leur véritable identité, parce que on a le paradoxe entre la douceur de leurs lettres et leurs pics respectifs lorsqu'ils se rencontrent. Puisqu'on a cette citation qui veut tout dire sur la nature de leur relation au début du roman. « Ah, c'est vous !» dit-elle d'une voix qui retomba comme un poids mort. Art serrait tellement les dents qu'il aurait pu réduire ses molaires en poudre. La plupart des gens commencent par dire bonjour. « Bonjour, Arthrose !» soupira-t-elle. « Bonjour, merci sans merci. » Et voilà, les deux, c'est toujours un affrontement constant. On découvre pourquoi, d'où ça part, l'origine. Même si ce livre n'est pas un pavé, la longueur est juste parfaite pour qu'on puisse vraiment comprendre nos personnages, s'y attacher, comprendre l'univers, prendre conscience des dangers.
et passer par toutes les émotions parce que bien sûr il y a de l'humour, j'ai ri, j'ai été attendrie, j'étais en pleurs, vraiment j'ai adoré. C'est un livre que je vous recommande si vous avez envie de lire une romance mais que vous n'êtes pas du genre à lire une romance contemporaine, si vous voulez une lecture entre deux fantaisies un peu complexes. Par contre, ne vous attendez pas à ce que ce soit quelque chose d'hyper... justement, c'est pas complexe. Et je dirais aussi que si vous n'êtes pas au moins un tout petit peu fleur bleue, comme moi, il se pourrait que ça ne le fasse pas pour vous. Parce que c'est vrai que c'est assez romantique. Moi j'étais à fond dedans. Hein. J'ai oublié de préciser, il y a un petit peu de smut. Je suis sûre qu'il y avait au moins une scène. Mais contrairement à d'autres lectures que je vais vous présenter, je n'ai pas du tout trouvé que c'était du smut gênant. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé leur relation. Ils étaient hyper respectueux, art, adorables. Et même ça, c'était très bien amené. Vraiment, leur relation, c'est typiquement le type de romance que je suis capable de relire plus tard. Mais bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, donc je pense que je vais réfléchir à faire une vidéo revue de cette lecture. J'espère que je n'ai pas oublié d'éléments importants. En tout cas, je le répète, des personnages hyper attachants qu'on ne peut pas s'empêcher d'apprécier malgré les défauts qui peuvent nous agacer, mais ils sont quand même attendrissants. D'ailleurs, j'ai trouvé super intéressant d'apporter cette vision des pompes funèbres à travers le personnage de Mercy. Un univers paranormal qui n'est pas dénué d'intérêt. C'est pas vraiment par rapport à de la magie, il y a un délire un petit peu avec des divinités, zombies. Bon, ça je garde le mystère pour que vous puissiez tout découvrir. On arrive facilement à suivre et à comprendre en tout cas. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. Et comme je parlais du fait d'être fleur bleue, je décide de vous présenter maintenant ce service presse qui n'est autre que Désirez-moi de Kyle Carpenter et Aurelia Jane, publié chez les éditions Bookmark. Et c'est un livre qui se déroule dans le même univers que le livre Rejette-moi que je vous ai présenté dans la première partie de ce gros update lecture. Et malheureusement, ça n'a pas du tout été fait pour moi. Avant de vous faire un résumé, pourquoi je me suis tournée vers cette lecture? Déjà parce que forcément, comme ça se passait dans le même univers de Rejette-moi que j'ai adoré, je me suis dit pourquoi pas. Surtout que j'ai lu plusieurs livres de Kyle Carpenter et qu'à chaque fois j'ai trouvé que c'était très fluide. Et bon, j'ai pris le risque, c'est un harem inversé. Le seul que j'ai lu jusqu'ici, c'était Broken Bones et ça s'est pas trop mal passé. Donc j'ai tenté. Ce qu'il y a en plus, c'est que on a aussi le contexte de la mafia. Bon bref, je vais vous faire le résumé puis on rentrera plus dans les détails. Dans notre monde, si le pouvoir est roi, je serai lasse. Nous suivons le personnage de Nikki qui est une princesse mafieuse, la fille de Don, le chef de la mafia prêt à dominer les syndicats de New York. Loin de vivre un conte de fées, elle est enfermée dans une cage dorée. Sa famille lui a coupé les ailes afin qu'elle remplisse le rôle traditionnel d'une princesse, former une alliance avec un prince. Et son père est prêt à tout, même à l'utiliser en monnaie d'échange. Un marché est donc conclu et les conditions sont simples. Celui qui gagnera les élections deviendra le nouveau leader de la Maison de la Terre et de l'Émeraude, et pourra remporter Nikki par la même occasion. Sauf qu'elle ne compte pas suivre les règles du jeu, non, elle va elle-même participer à la compétition. Personne ne lui a dit qu'elle n'en avait pas le droit. Et même si les épreuves sont mortelles, elle a un atout qu'ils ne verront pas venir. Il y a juste un tout petit problème, c'est que le lien d'âme se déclenche pendant les épreuves. Donc, comment dire? J'ai mis 2 sur 5 à cette lecture. C'est un stand-alone, ça veut dire qu'il peut se suffire à lui-même, vous n'êtes pas obligé de lire Rejette-moi qui est sorti juste avant. Et pourquoi je n'ai pas apprécié? Le harem. Là, c'était trop pour moi. En plus de Nikki, nous avons 3 autres points de vue qui sont les 3 âmes qu'elle a. Oui, 3 âmes. Niall, Adriane et Malaki. Et je vous le dis tout de suite, il y a des trigger warnings et ce n'est pas une lecture que je recommanderais à des lecteurs qui n'ont pas au moins 18 ans. Ce qui m'a trigger, c'est notamment le comportement de Niall. Je le trouve très spécial, je valide pas. Il y a une scène de smut avec lui, je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et il y a aussi des scènes à plusieurs. Et grâce à cette lecture, j'en ris, je sais maintenant que ce n'est pas du tout mon délire. Je dirais que vous pouvez toujours tenter cette lecture si jamais vous appréciez le trope harem inversé, si les relations qui ne sont pas hyper romantiques ne vous dérangent pas et si vous appréciez le smut. Parce qu'en fait au départ j'appréciais, je trouvais que Nikki était marrante parce qu'en fait, bon après je trouvais ça chelou mais au départ elle faisait pas mal de références dans certaines situations
au Disney. Elle comparait, je sais pas moi, quand elle a dû commencer à participer aux épreuves, elle a comparé ça à la princesse rebelle. Et c'est des petites touches d'humour que je trouvais marrantes et qui sortaient de l'ordinaire. Sauf que ce qui m'a déçu, c'est que plus on avançait dans l'histoire, plus tout ce qui était sexe prenait trop de place. Et du coup, même l'humour commençait trop à faire des références à la chose qui personnellement ne me font pas rire. Ensuite, pour ce qui est des épreuves, ça a commencé plutôt bien. Franchement, je m'étais dit, bon bah ça va être prenant, sauf que pareil, à partir du moment où les liens d'âme se forment entre tous, eh bien ça devient beaucoup trop centré sur tout ce qui est smut, et j'ai trouvé que les épreuves n'avaient plus vraiment d'intérêt. Et comme les épreuves font partie de l'intrigue, eh ben on a aussi perdu cet intérêt. Et ce qui a pu me déranger également, c'est qu'on avait parfois certains sujets qui sont des sujets plutôt sensibles, dont j'ai pas forcément apprécié la façon dont ils ont été abordés. Je ne vais pas dire de quoi ça traite pour ne pas spoiler, mais c'était pas forcément quelque chose que je validais. Et donc, arrivé vers la fin, je ne supportais plus vraiment Nikki. Et quand je parlais du fait d'être fleur bleue, si vous êtes fleur bleue, je pense que ça risque de ne pas vous plaire. Même l'aspect de la mafia n'était pas hyper développé, on en parle plusieurs fois, mais bon, ça reste assez en surface. Je trouve que l'équilibre n'était pas aussi bon qu'avec Rejette-moi. Ensuite, j'ai lu un cas de Vincent Portugal qui sortira cet été chez les éditions Plume Blanche. C'est une lecture que j'ai tout simplement adorée, à qui j'ai mis 4,5 sur 5. Alors qu'il invoque le soleil du haut de sa pyramide, l'empereur Inca est foudroyé. Déterminée à sauver son père, la princesse Intiya, prêtresse, se retrouve face à un cruel dilemme. Briser les règles du temple et invoquer la magie qui brille en elle. Au risque d'être condamnée ou le regarder mourir, j'ai oublié de préciser que je suis vraiment désolée si je me trompe sur la prononciation de certains noms. Yal, guerrier jaguar, dernier survivant d'un village massacré par les troupes impériales, doit se résoudre de lutter aux côtés d'Intiya pour aider l'homme qu'il était pourtant venu assassiner. Car c'est dans l'ombre que se cache le véritable danger. Au cœur de la vallée de Cusco, durant l'âge d'or des Incas, un ancien dieu exilé est prêt à tout pour se venger. Alors dans ce livre, nous avons 3 points de vue différents et les 3 personnages sont géniaux, hyper attachants. Cette histoire est très touchante. Je trouve qu'à travers cette lecture, on ressent réellement l'intérêt que l'auteur a pour l'histoire des Incas. Ça se sent que c'est un sujet qui le passionne et ça fait qu'on prend d'autant plus plaisir à lire cette histoire. Étant donné que c'est une lecture assez courte, d'ailleurs j'en aurais bien redemandé, je vais rester en surface parce que il me semble qu'il y avait moins de 300 pages, oui c'est ça, moins de 300 pages. Sachez que c'est prenant, que c'est beau, doux et quand je vous dis touchant, j'étais tout simplement en larmes. Et je vous ai déjà dit, hein, si je suis en larmes, c'est que ça fonctionne bien. Si je ne pleure pas, c'est que c'est pas terrible. Et là j'étais super contente de lire cette histoire, surtout que ça sort des réécritures dont on a l'habitude, puisqu'on est envahi de mythologie grecque et le fait de s'intéresser ici à l'histoire Inca, j'étais totalement transportée et à travers nos différents personnages, on a un beau message de tolérance qui est transmis. Après, c'est vrai qu'on a très peu de pages, donc certains points vont peut-être un petit peu vite, j'aurais bien vu la chose développer sur plusieurs dizaines de pages, mais si on veut lire une belle histoire sans se plonger dans un pavé, c'est un livre que je recommande totalement. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse, les 2 premiers tomes de la série Desley Academy, à nouveau écrite par Kale Carpenter, toute seule cette fois-ci, et publiée chez les éditions Bookmark. Desley Academy, c'est une série de young adultes, mais attention, je dirais qu'il y a des trigger warnings. Donc peut-être qu'en âge, je recommanderais ça plutôt à un public d'au moins 15-16 ans. Nous suivons le personnage de Selena qui a 2 autres sœurs puisqu'elles sont triplées. Et les 3 sœurs sont des surnaturels qui ont grandi au milieu des humains. La règle numéro 1 était donc de garder leur existence secrète, quoi qu'il arrive. Sauf qu'un jour, l'une de ses sœurs l'a enfreinte pour la énième fois. Conséquence, elles ont été envoyées chez leur tante maternelle qui les a inscrites à la Desley Academy, une école pour surnaturels. Une fois là-bas, quelle est la règle numéro 2 ? Ne faire confiance à personne. Pourquoi ? Parce que s'il découvrait sa véritable nature, il la tuerait. Puisque Selena est un peu plus que ça. Et cette académie représente leur dernière chance. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Pour ce qui est du 2, il est plus épais parce que il commence par un tome intermédiaire,
le tome 1.5 qui est La trahison du conseil. Nous avons donc le premier tome qui est L'héritière des ténèbres, puis le second, La descendante de minuit. Au niveau des notes, j'ai mis 4 sur 5 au premier, 3 ou 3,5, il me semble que c'était 3 au tome intermédiaire, puis 4 pour le deuxième. Et Desley Academy, c'est une série que je trouve extrêmement addictive. Si jamais vous avez déjà lu chez les éditions Bookmark également Fallen Academy, je pense que ça va grandement vous plaire. Forcément, ce n'est pas la même histoire, ça traite pas de la même chose, mais je dirais qu'au niveau addiction dans la lecture, on peut être tout aussi happé. Alors, pour ce qui est de Selena, ce que j'ai grandement apprécié, c'est qu'elle ne s'est absolument pas laissée faire. Étant donné qu'elles sont nouvelles, que la plupart ont limite grandi à l'académie, il y en a qui vont essayer de prendre le dessus sur elle. Mais autant vous dire que Selena, elle rigole pas avec eux. Elle n'hésite pas à mettre des pains. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Elle insulte, enfin bref. Elle n'est pas leur camarade quoi. Et pour ce qui est de sa nature, c'est un mystère tout au long de la lecture du tome 1. On en apprend plus arrivé à un certain moment, vous pouvez vous douter. Et c'est hyper intéressant, on se doute qu'elle est extrêmement puissante. Ce qui ajoute au côté addictif, c'est qu'on obtient des informations sur l'univers en même temps que nos personnages, puisqu'elles ont évolué au sein des humains. J'ai oublié de préciser, elles ont perdu leurs parents lorsqu'elles étaient jeunes. Du coup, depuis, elles étaient envoyées de famille d'accueil en famille d'accueil. Mais il me semble que c'était tous des membres de sa famille jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur tante qui est elle aussi une surnaturelle. Et donc dans ce premier tome, on découvre l'académie, on découvre les cours, mais surtout on apprend à connaître Selena, on apprend à découvrir ses démons et des liens avec des personnages plus secondaires apparaissent. Autant vous dire que celui-là, je l'ai lu en moins de 24 heures, j'étais totalement happée. Pour ce qui est du deuxième tome, j'ai moins apprécié le tome 1.5. Déjà, ce n'est pas Selena notre protagoniste, mais Johanna. Ce tome est intéressant dans le sens où Johanna est une métisse et grâce à elle, grâce à son point de vue, au fait qu'elle est baignée dans cet univers depuis toujours et surtout sans les faux semblants, eh bien on en apprend beaucoup avec elle. Puisque dans le tome 1, on nous introduit le conseil, on nous introduit celui qui est en charge de gérer la société surnaturelle, mais on se doute qu'il y a anguille sous roche. On voit bien que ça a l'air d'être une société qui est gangrénée et en plus Selena est loin d'être une protagoniste naïve. Donc, grâce au point de vue de Johanna, on voit très clairement ce qu'il en est. Et en plus, on découvre toutes les injustices que peuvent vivre les métis. Et justement, quand je parle de trigger warning, il y a pas mal de violences, on nous les raconte. C'est pour ça, faites attention à vous. Et ce qui a fait que j'ai notamment un petit peu moins aimé, c'est qu'à un moment, Johanna a une conversation avec un personnage un peu plus effacé, un peu plus secondaire, peut-être même tertiaire, et il lui raconte quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi, et même si elle ne valide pas ce qu'il a fait, elle lui trouve une excuse. Et pour ma part, il n'y a pas de circonstances atténuantes à lui trouver, et c'était un échange que je valide pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins été happée, surtout que Johanna, dans ce tome intermédiaire, elle a été capturée afin d'être jugée pour le crime de sa meilleure amie, qu'elle n'a pas commis, forcément. Et c'est pour ça qu'on est un petit peu plus en huis clos, puisque on comprend son histoire, on comprend ce qui constitue cette société en étant plus dans ses conversations, dans ses pensées lors de son emprisonnement. Mais par contre, pour ce qui est du tome 2, nous retrouvons Selena, on retrouve son caractère et on rentre dans une situation un peu différente puisqu'on va changer de contexte et à travers Selena également cette fois-ci découvrir ce qu'il en est par rapport au fameux conseil. Au niveau de nos personnages, des différentes relations qu'elle entretient avec eux, j'ai été totalement choquée par les retournements de veste. On ne sait plus où donner de la tête et même si on est un petit peu toujours au même endroit, il se passe plein de choses, on découvre plein de choses, même par rapport aux capacités de Selena, et j'ai juste super hâte de lire le tome 3. Ensuite, j'ai lu le fameux Dead Garden écrit par Cassandra O'Donnell, le tome 1 L'héritière, publié chez Flammarion, que j'ai vu passer partout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se le sont procurés. En même temps, je peux comprendre la beauté de l'édition, il est juste incroyable. Je vous le montre. Regardez-moi ce jaspage, ça fait très gothique. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se le sont pris sans forcément savoir de quoi ça parlait. Et ça va être compliqué pour moi d'en parler sans spoiler
la série principale, puisque Dead Garden, c'est la série spin-off de Rebecca Keane dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est cette dernière où on y suit le personnage de Leonora qui est la fille de Rebecca. Pour ce qui est de Leonora, sa mère est Rebecca Keane, elle est donc d'un côté Vicaris, sorcière, et son père est vampire. Sauf que Leonora a développé certaines compétences très particulière qu'on ne découvre qu'au fur et à mesure de la série principale. D'où le fait que je ne sais pas trop comment présenter la chose, étant donné que pour ceux qui seraient intéressés par Rebecca Keane, si jamais il faut absolument la lire avant, étant donné que par rapport à l'histoire qu'on découvre dans ce premier tome, tous les événements ont l'air de se passer entre le tome 6 et le tome 7 de Rebecca Keane, puisqu'il y a certaines révélations qu'on a qu'au tome 6 qui sont cités dans ce spin-off. Mais si jamais Rebecca Keane ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien lire Dead Garden tout seul puisque c'est assez expliqué. Puis l'autrice revient plus ou moins en détail sur certains éléments, vous ne serez pas perdu. Juste, il y a des choses, par exemple, plusieurs fois elle parle de sa mère, bah quand on a lu Rebecca Keane, on voit très bien de quoi elle parle, sinon on se dit bon bah elle parle pas mal de sa mère. Et donc dans ce premier tome, Leonora a été envoyée en France chez les Vicaris afin d'y suivre une formation aux côtés de sa grand-mère. Sauf que très vite, une série de meurtres inexpliqués touche le clan des sorcières. On va se demander si Leonora ne pourrait pas être la seule à être en mesure de régler tout ça. Donc c'est une lecture à qui j'ai mis 3,5 sur 5. Parce que comme pour Rebecca Keane, j'ai pas énormément adhéré alors que je suis sûre que si je l'avais lu au même moment où j'ai grandement apprécié parce que le tome 1 de Rebecca Keane ça avait été un coup de cœur, peut-être que j'aurais adoré aussi, mais je sais pas. Déjà je trouve ça un peu bizarre que ce soit classé young adulte, bon ça doit sûrement s'expliquer par le fait que Leonora a 16 ans, mais pour moi, étant donné que ça se déroule dans le même univers et qu'on peut être amené à rencontrer les mêmes thématiques, je l'aurais pas forcément classé comme ça personnellement. On a donc un schéma comparable à la série principale, Leonora est notre enquêtrice, sauf que même si elle m'a beaucoup rappelé Rebecca, forcément elles n'ont pas eu la même éducation, elles n'ont pas le même tempérament et donc Leonora semble un peu plus empathique que sa mère. J'ai bien aimé le fait qu'on soit amené à en découvrir plus sur son père puisque c'est vrai qu'on le voit dans la série principale et sa relation, je ne me souviens plus du nom du protagoniste masculin, mais sa relation avec l'un de ses camarades m'a beaucoup intriguée, m'intriguait dans la série principale puisque c'est vrai qu'il y a deux teams, on a un espèce de triangle amoureux, pas dans ce tome, je vous rassure pour ceux qui n'aiment pas ça, mais Leonora rencontre un certain succès, comme sa mère d'ailleurs. Et c'est vrai que là on découvre le personnage qui personnellement m'intéressait le plus. Après je trouve que ça aurait rajouté un plus si on avait également le jeune loup-garou, je me souviens plus de son nom non plus. Mais voilà quoi, j'avais l'impression qu'ils étaient enclins à faire pas mal de drama quand on était avec le point de vue de Rebecca, ça aurait rajouté un peu d'action. Pour ce qui est de l'enquête, elle était pas mal à suivre comme d'habitude, mais j'ai très rapidement vu venir le responsable. Et voilà quoi, j'étais pas hyper happée par cette lecture, même si je trouve que ça se lit très facilement et si vous appréciez l'urban fantasy et surtout si vous adorez Rebecca Keane, c'est un livre que je peux vous recommander. Pour ma part, je pense que je laisserai une chance au tome 2, mais je sais pas jusqu'où j'irai dans la série. Ensuite, un service presse, une lecture très récente d'ailleurs, Manoir Magique et Petit Tracas, le tome 1 de la série Une touche de magie, écrit par K.F. Breene. Et c'est une lecture que j'ai tout simplement adorée, à qui j'ai mis 4 sur 5. Qui a dit que la crise de la quarantaine était une mauvaise chose? Nous suivons le personnage de Jessie qui a été quittée par son mari après plus de 20 ans de vie commune et dont le fils est parti étudier à l'université. Il est donc maintenant temps de reprendre sa vie à zéro. Cette fois-ci, elle compte bien faire les choses à sa façon, direction la Sierra Nevada. Là-bas, elle a l'intention de s'occuper d'une maison séculaire qui l'a toujours étrangement fascinée. Et ce n'est pas le majordome en cap qui va la faire changer d'avis. C'est probablement la décision la plus folle qu'elle n'a jamais prise, mais ce n'est que temporaire. Du moins, c'était le plan jusqu'à ce qu'elle découvre la véritable nature de cette maison.
C'est donc une lecture que j'ai adorée. Pourquoi? Notamment parce que notre protagoniste a la quarantaine et ça change de ce qu'on peut retrouver d'habitude. C'est un élément qui est notamment exploité pour pouvoir passer des messages importants quant à la place de la femme dans la société arrivée à ses 40 ans. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a traité la chose, même à travers ses échanges avec un autre personnage masculin de tête, il me semble, qui s'appelait Austin. J'ai vraiment apprécié la façon dont il a été à l'écoute et dont il a pris en considération ce qu'elle présentait des dangers que peut vivre une femme juste parce qu'elle est une femme. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'on insiste sur le fait qu'étant donné qu'elle a déjà du vécu, elle n'est pas naïve, elle est capable de prendre ses propres décisions, d'en mesurer les conséquences et surtout elle est déterminée à ne plus se laisser manipuler et à vivre pour elle. Au niveau de l'univers, étant donné que c'est une urban fantasy, on a plusieurs espèces surnaturelles et j'ai bien aimé l'originalité de ces dernières. Je ne vais rien vous dire pour vous laisser les découvrir. En termes d'action, on en a un petit peu, mais c'est vraiment un tome introductif puisqu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire, que ce soit à travers le personnage de Jessie ou encore lorsqu'on a des points de vue des personnages plus secondaires, ce qu'il en est derrière les mystères de la maison, la magie, l'univers en général. Et je n'ai pas parlé du point qui m'a séduite, l'humour. J'ai tellement ri par rapport à leurs échanges, par rapport aux références, par rapport à certaines situations. Vraiment, si vous cherchez une lecture détente, quelque chose de sympa en plus de court, je vous recommande totalement cette urban fantasy. En termes de romance, je pense qu'il y a un love interest, mais ce que j'ai trouvé rafraîchissant, c'est que, encore une fois, on insiste sur le fait qu'elle a déjà un vécu, des déceptions, et donc ce n'est pas une priorité dans sa vie. Elle n'a pas pour objectif principal de trouver un partenaire et elle veut vivre pour elle-même. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai apprécié. En gros, si vous voulez quelque chose de drôle avec une héroïne qui est mature, des échanges intéressants et un univers prometteur, franchement, rien à redire. J'ai déjà hâte de pouvoir lire la suite. On continue avec un young adulte et ce n'est autre que Mysteries of Thorn Manor qui est écrit par Margaret Rogerson et qui est le séquel de Sorcery of Thorns. Je me suis dit qu'il était enfin temps que je le sorte, surtout qu'il est court et que j'avais vraiment pas la motivation, je vous l'ai dit ces derniers temps. C'est publié chez Big Bang et pour tout vous dire, je trouve que ce n'était pas indispensable pour ma part. Sans lui, j'aurais pas eu de manque en fait. Nous retrouvons donc Elisabeth, Nathaniel et Silas qui sont coincés dans le manoir et ça se passe pas énormément de temps après les événements de la fin de Sorcery of Thorns. Pour pouvoir s'en sortir, ils vont devoir découvrir les secrets du manoir. Et on est donc ici avec un tome en huis clos à qui j'ai mis, il me semble, 3,5. Du coup, je dirais 3,5 sur 5. C'était sympa à lire, mais sans plus. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve Silas, qui était mon personnage préféré. Et au niveau de la relation d'Elisabeth et de Nathaniel, je sais plus ce que je vous avais dit quand j'avais présenté Sorcery of Thorns, mais encore une fois, pour moi, il manque une étincelle entre eux. Et j'ai pas trouvé qu'ils étaient aussi proches que ce que je pensais après la fin du tome principal. Pour ce qui est de la petite quête, la recherche de réponses à certains mystères, c'était sans plus. L'univers est toujours aussi sympa, la lecture, oui, c'est une bonne lecture, mais très franchement, c'est pas un livre que je relirais. Alors là, on parlait de K.F. Breene plus tôt, mais celui-ci n'a absolument rien à voir. Je vous présente donc La Malédiction des Roses, qui est le premier tome de la série Dark Fairy Tales, publié chez les éditions Bookmark. Alors, ce livre est présenté comme étant une réécriture très haute et délicieusement sombre de La Belle et la Bête. Je pense que je n'ai pas assez pris au sérieux le côté très haute. Je vous montre à quoi ressemble l'édition. Là, c'est la version reliée, mais il existe aussi une version brochée. Vous avez un jaspage, il y a des pages de garde et vous avez également des illustrations. Forcément, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Nous avons donc la bête qui hante la forêt interdite ainsi que les cauchemars de notre protagoniste. Et la bête n'est autre que le prince dragon. Afin de sauver sa famille d'une malédiction qui tue tout le royaume, Finlay se voit dans l'obligation de s'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce n'est pas la première fois, sauf que cette fois-ci, elle sera
prisonnière. Elle va donc apprendre à découvrir la bête derrière laquelle se cache un homme. Puissant, inquiétant, difficile, le dernier métamorphe. Sera-t-il leur sauveur à tous? Pour sa part, elle a bien peur qu'il signe sa perte. Alors évidemment, attention pour cette lecture, trigger warning, ce n'est pas tout public. Et après réflexion, je donnerai 2,5 sur 5. Je suis très mitigée, mais mitigée moins. En fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de potentiel dans la réécriture, dans ce qu'a décidé d'en faire l'autrice, puisque on est sur un royaume qui était empli de métamorphes, même notre héroïne en est une, sauf qu'avec l'arrivée du roi démon, une malédiction leur est tombée dessus et plus personne, à part la bête, n'est capable de se transformer. Et ça, c'était le côté que je trouvais super intéressant. Ils avaient même accès à l'électricité à la base, mais vraiment tout ce qui est démon a fait que maintenant, ils ont dû faire un pas en arrière dans tout ce qui était avancé. Et on est donc sur une ambiance un peu médiévale. Pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel, mais le fait qu'il y ait autant de smut, c'est vrai que ça l'a gâché. Et quand on lit le début, on se rend compte que c'est une demande qu'a fait les lecteurs à KF Brin. Sauf que je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié l'histoire si ça avait été plus subtil. Parce que là, c'est pas un spoil puisqu'on voit ça dès le début. Quand elle se rend dans le château de la bête, elle assiste à une orgie géante, mais c'est ridicule comme scène, vraiment. En plus, les participants, la façon dont ils sont habillés, apparemment ils sont déguisés. Enfin, je trouve que ça fait un choc un peu bizarre entre l'ambiance médiévale mais le côté vulgaire. Et en parlant de vulgarité, il y a un personnage secondaire, je sais plus s'il est majordome, valet, enfin bref. Je pense que si jamais vous avez lu ou vous avez envie de lire l'histoire, vous verrez de qui je parle. Il est insupportable ce mec, insupportable. Ce que j'ai pas aimé, c'est que justement il fasse partie de ceux qui font des références à la chose inutile. Il était tout le temps en train de rapporter ça à ça ou de vouloir faire des blagues là-dessus, c'était pas drôle, c'était gênant. Vous l'aurez compris, je n'ai pas beaucoup apprécié ce personnage. Par contre, si vous avez peur que ce soit sombre dans le sens dark, j'ai pas trouvé. Je trouve que c'est quand même soft, dans le sens où en s'attendant à une réécriture dark, on pourrait se dire, en plus avec la romance, qu'il y a de l'abus ou ce genre de choses, mais non, les deux personnages se respectent. Et même au niveau de leur relation, je trouve que ça aurait pu être intéressant. Ils vont bien ensemble et j'ai bien aimé qu'ils apprennent à se connaître, mais bon... je suis très mitigée. Je pense que je lirai le tome 2, je le tenterai. Mais si à la fin du tome 2, j'en arrive au même constat, je m'arrêterai là, surtout que j'ai l'espoir que ce soit quand même un peu moins tourné vers le smut, ou en tout cas qu'il y ait parfois un peu moins de mélange entre la modernité et le médiéval, même par rapport à certains dialogues, leur façon de parler, ça tranchait trop en fait, parce que je pense notamment à une scène où elle croise un homme qui est l'un de ses prétendants, hein, il est grandement intéressé par elle, il force d'ailleurs, c'est un forceur. Pourquoi lui répondre comme elle a répondu? Elle aurait pu tout simplement le rembarrer normalement, mais non. Il a fallu qu'elle fasse une référence au sexe quand elle a fait ça. Donc c'est ce genre de choses que je trouvais inutiles. Pour moi, on aurait pu répondre à la demande de mettre du smut dans une histoire sans que ce soit de cette façon-là. Mais je pense qu'il y avait une envie de faire cette confrontation, d'y ajouter un côté humoristique, et peut-être que c'est tout simplement que j'ai pas été la cible. Ensuite, j'ai enfin osé sortir le dernier long d'Albâtre de Dana Béchali de Mapal, qui est publié chez Gulfstream. Pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos, vous savez que je n'ai pas apprécié Mystic Farm, donc j'avais très peur de lire le dernier long d'Albâtre qui était encore dans Mapal. Et au final, très belle surprise. Dans les ruelles-sons de Tiniri, nous suivons le personnage d'Ashtiri, notamment, qui est une ancienne esclave de 17 ans. Pour survivre, elle est devenue voleuse. La meilleure d'ailleurs. Et sa réputation a franchi les frontières. Le roi d'Offain la mandate afin d'accomplir une mission décisive. Impuissant devant une armée de démons à la progression implacable, le souverain a l'espoir fou qu'Ashtiri parvienne à retrouver le dernier lion d'Albâtre, un mage guerrier légendaire. Dans cette quête au cœur d'un environnement hostile, les convictions d'Ashtiri vacillent une à une face aux volontés des divinités cosmiques, maîtresse du destin des mortels. Comme je vous l'ai dit, j'ai donc beaucoup aimé cette histoire à qui j'ai mis 4 sur 5. On n'a pas que le point de vue d'Ashtiri, il me semble qu'on a aussi celui de sa sœur, peut-être du prince, je sais plus, puisqu'elle est accompagnée par le prince dans sa quête. En tout cas, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'univers. J'ai adoré l'inspiration de la mythologie égyptienne. Encore une fois,
par rapport à la mythologie grecque, ça change. J'ai adoré le personnage d'Ashtiri, ça a d'ailleurs été mon préféré. Bon, elle semble parfois un petit peu immature, mais je trouve qu'elle prend en maturité au fur et à mesure de son périple. Et surtout, j'ai été extrêmement touchée par ce qu'elle vit en tant qu'ancienne esclave, par la discrimination, par le racisme, hein, il faut le dire, dont elle est régulièrement victime. Et je vous préviens parce que je pense que c'est un point qui peut toucher certains lecteurs. Personnellement, l'esclavage, ça me trigger. Et c'est vrai que j'étais très touchée dès qu'il y avait une de ces scènes. Mais ce qui était encore plus touchant, c'était sa sœur, puisque sa sœur, elle, était encore esclave au moment où on débute l'histoire, et elle a juste vécu des choses horribles. Et ce que j'ai le plus apprécié avec le dernier nom d'Albat, c'est que comme pour un cas, c'est un beau message de tolérance. Au niveau de la quête en elle-même, j'ai bien aimé la suivre. Ce que j'ai le moins aimé, c'est tout ce qui était romance, puisqu'on a quelques couples qui apparaissent, et pour moi, tous, sans exception, ils sortent de nulle part. Alors quand je veux dire de nulle part, c'est que on n'est pas touché, on n'est pas attaché à ces différentes relations. On n'a pas vécu leur création et on n'a pas leur évolution non plus, même si c'est vrai qu'il y a l'une d'entre elles qui m'a particulièrement touchée à un moment. Je trouve que comme pour Mystic Flower, ça fonctionne pas en soi. Pour moi, c'est pas le point fort de l'autrice, tout ce qui est romance. Par contre, tout ce qui est, je pense notamment à la sororité, les liens d'amitié fonctionnent vraiment bien. Donc franchement, je recommande. En plus, c'est un one-shot, il y a de la représentation, un beau message derrière. Je pense même que ça peut pousser à la réflexion, donc très bonne lecture. On retourne chez les éditions Bookmark, je vous avais prévenu, hein, avec cette fois-ci La fortune sourit aux acharnés, le premier tome de Dark Magie écrit par Kyle Carpenter. Citation de début: la douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. On suit le personnage féroce de Queen Darkova qui est une ancienne esclave. Elle est indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Au contraire, elle en a besoin pour survivre. Et d'un autre côté, nous avons Lazarus Fierté. C'est un homme de richesse et d'influence aussi têtu qu'exigeant. Et c'est lorsqu'il rencontre Queen qu'il reconnaît en elle la magie qu'il cherche depuis longtemps. Il sait que grâce à son pouvoir immense, elle est capable du pire comme du meilleur. Qu'avec elle, à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but, ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Alors je ne sais pas si c'est une question de mood, mais je dirais que c'est une lecture à qui je mettrais 3,5 sur 5. J'ai pas réussi à totalement m'immerger dans l'histoire, même si je l'ai trouvée très fluide. Là on est plus dans une ambiance un peu sombre avec des anti-héros. Vous attendez pas à ce que nos deux protagonistes, puisqu'on a les deux points de vue, aient un sens de la morale élevé. Ils ont tous les deux leurs démons, ils ont tous les deux un pouvoir assez particulier, et on a un espèce de slow burn, même si très vite on sent qu'il y a une tension, une attirance entre les deux. Je trouve que ce premier tome est très introductif, puisque je m'attendais à ce qu'on voit quelque chose au niveau de la vengeance qui est énoncée dans le résumé de Queen, sauf que pour l'instant ce n'est pas le cas. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement pour une fois suivre des personnages très nuancés, mais très nuancés qui sont limite plus malveillants qu'autre chose. Par contre, faites attention, je dirais que ce n'est pas tout public. Il y a des trigger warnings. Voilà, on aborde des sujets type que le viol, la violence, l'esclavage. Faites attention. Du coup, je peux pas vous en dire énormément, puisque c'est vrai que quand je prends du recul, c'est vraiment la présentation de nos personnages, de leur pouvoir, et au niveau de l'univers, on est vraiment dans le flou. Donc je pourrais pas trop vous en dire plus. Je testerai vraiment le 2 pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu ce service presse il y a eu une éternité, mais apparemment j'ai totalement oublié de vous en parler. C'est donc Héritier du solstice, le premier tome de la série Au crépuscule de l'hiver, écrit par Marie-Ève Flory et publié chez les éditions Bookmark. Je ne me souviens plus de la note que j'avais mise. Peut-être que c'était 3 sur 5, j'ai un doute. En gros, nous suivons Liam et Nora. Liam représente le feu, Nora représente la glace. Et dans cet univers, la magie est élémentaire. Nos personnages sont les héritiers de chacun des groupes, puisqu'il y a l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Et ils sont les descendants de deux familles rivales de gardiens élémentaires. Leur rôle, veiller sur le cycle des saisons. Ils se sont tous les deux rencontrés lors d'un congrès universitaire et sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre sans connaître leur véritable identité.
Et étant tous les deux sur le point d'atteindre leur majorité et donc leur pleine puissance, les grandes villes subissent des catastrophes climatiques, faisant ressurgir les tensions divisant l'hiver et l'été. Dans ce climat très particulier, climat bref, Liam et Nora seront contraints de collaborer. On va donc se demander s'ils seront capables de restaurer la paix ou si le conflit ancestral qui oppose leurs familles aura raison d'eux. Alors ça a été une lecture mitigée parce que j'avais de grandes attentes, ça m'intéresse toujours quand on utilise le système de la magie élémentaire, surtout à travers une personnification, puisque là c'est pas vraiment le cas des saisons. Sauf que c'est la romance qui m'a fait décrocher. Alors ce qui change de l'ordinaire, c'est qu'on commence l'histoire avec un couple qui est déjà en place au lieu de voir la construction, l'évolution d'une relation. Mais justement, en fait, ce qui m'a fait décrocher, c'est que c'était beaucoup trop évident que l'un était l'autre. Et j'ai été énormément frustrée de voir que y avait pas moyen, ils s'en rendaient pas compte, alors que chacun n'arrêtait pas de se comparer à leurs partenaires respectifs. Déjà au niveau de leur identité secrète, c'est un peu le même niveau que Clark Kent et ses lunettes. C'est des trucs qui me font très facilement décrocher. Au niveau de la menace, elle était plutôt intéressante, même le système magique, pourquoi pas. Mais je pense que tout devait se passer plus tôt dans la suite. J'ai perdu l'envie de continuer la série et donc pour ma part, je vais m'arrêter à ce premier tome. Par contre, si vous voulez essayer, pourquoi pas. Ensuite, il me restait encore des SP numériques à vous présenter, mais vu la luminosité, je pense que je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. On va donc terminer avec une dernière lecture que je ne possède plus, et c'était l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Issa Fawcett et publié chez Sabran. Nous suivons le personnage d'Emily Wilde, une universitaire, experte mondiale en dryadologie. Elle travaille depuis de nombreuses années sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans un village nordique afin d'y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, Wendell Bembley. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent être bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Wendell semble, quant à lui, de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère retrouver un jour son Angleterre natale. Alors, c'est une lecture que je trouvais super originale, j'étais très intriguée, j'avais envie de tester, mais j'ai mis 3 sur 5. Pourquoi? Parce que je pense ne pas du tout être la cible. Ce qui m'a donné le plus de mal, c'est la forme. C'est un peu écrit comme un carnet de bord qui accompagnera son encyclopédie. On a même parfois des notes de bas de page qui renvoient à des références, mais des références fictives. Du coup, au départ, je pensais que c'était fait par le traducteur, mais pas du tout. Ça renvoie à d'autres experts en dryadologie, mais ça m'embrouille et ça me parle pas personnellement. Et c'est vrai que comme j'ai pas une énorme capacité de concentration, on peut très facilement me perdre et c'est ce qui s'est passé avec ce système. J'ai quand même bien aimé nos personnages, leur dynamique Grumpy Sunshine, mais pour une fois c'est le personnage féminin qui est Grumpy. Et je trouve que dès l'apparition de Wendell, on a un truc en plus, on a la touche de légèreté qui nous manquait, puisque c'est vrai que Emily est très stricte, très occupée par son travail, très froide d'ailleurs, ce qui pourrait causer des soucis. Et du coup j'ai apprécié le fait que Wendell soit quant à lui extraverti, drôle, charismatique. Leur duo était très chouette. Pour ce qui est de l'histoire, je trouve que c'est original. D'ailleurs au départ je me demandais si les fées existaient vraiment ou si c'était quelque chose de fictif même dans l'univers du livre, mais non, on est témoin, elle en a vu, elle leur a parlé, les fées font pleinement partie de l'univers. Je pense que c'est le genre de livre, soit ça passe, soit ça casse. Le côté scientifique et original peut intéresser, mais vous me connaissez. Avec moi, ça fonctionne rarement. J'ai en plus trouvé, par rapport à mes attentes bien sûr, l'histoire un peu lente. J'ai bien aimé la dernière partie, je dirais qu'on a un peu plus de rythme.
mais ça m'a pas convaincue à aller jusqu'à un deuxième tome. Je trouve même qu'on aurait pu se contenter de ce premier tome. Et quant à l'aspect romantique, on est vraiment sur un slow burn, hein. Et en plus, comme Emily a vraiment sa singularité, sa personnalité bien à elle, on se rend bien compte qu'elle peut tomber sous le charme de Wendell, mais elle est quand même froide. Du coup, je dirais que si vous avez de plus grandes capacités de concentration que ma personne, que le côté carnet de bord, que le côté science, le côté contemplatif également pourrait vous intéresser, pourquoi pas. Ça sort un petit peu de ce dont on a l'habitude dans tout ce qui est fantastique, fantasy. Surtout qu'il y a un mystère derrière Wendell, mais ce qui est bien, c'est que Emily est un personnage perspicace. Mais si jamais vous êtes comme moi, vous n'allez pas plus accrocher que ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!